qu'avec cette annonce de gelée possible lundi matin, il a fallu reconfiner très très vite et donc tous les plants qui n'avaient pas été mis en terre, et heureusement, on les a rentrés ici dimanche dans l'après-midi. Donc rebelote, pousser les meubles, faire de la place, aligner les tomates, les cucurbitacées, essentiellement. Le reste est resté dans les châssis, mais les tomates étaient un peu grandes. Et de toute façon, le châssis était plein. Il n'y avait plus de place pour mettre ces plantes. Donc, reconfinement, et donc je partage à nouveau le salon et la sieste avec ces plantes. Mais là, aujourd'hui, il fait encore frais. J'espère que demain, aujourd'hui on est mercredi, hein, demain ça va s'arranger, le soleil devrait être de retour. Et là, donc les prévisions à 10 jours, à 12 jours, semblent confirmer qu'on n'aura plus d'incursion dans des températures négatives. A priori, les prévisions de Météo France se stabilisent, les minimums se stabiliseraient vers 10-11 degrés, ce qui fait que si j'enlève les 5 degrés du fait que je suis en altitude, du fait que je suis sur un versant froid, du fait que je garde une marge d'erreur de 2-3 degrés par rapport à un brusque changement, par exemple des nuages qui disparaissent en pleine nuit, et donc des radiations qui sont très très importantes. Donc je garde 5 degrés de marge par rapport à la station et les prévisions de Météo France. Donc ça devrait passer à l'aise, on va dire. Et donc tous ces petits cocos devraient sortir définitivement cette fois-ci. 12 mai, et le soleil pointe. Enfin, vient de pointer déjà. J'ai pris un café un peu long et j'ai hésité un peu à descendre au potager de crainte de voir ce qui m'attend. Saint-de-Glace fidèle à leur réputation. Je ferai une petite insertion sur ce thème. Donc fidèle à leur réputation. Hier, donc grosse pluie chez nous. Finalement, c'est 30 mm qui sont tombés. C'est beaucoup moins qu'ailleurs, dans les Landes, etc. Mais c'est significatif au sens d'une pluie qui traverse le foin et qui mouille le sol. On verra que quand on parlera de l'eau dans le sol, que 30 mm dans mon sol, cela correspond à peu près à la quantité d'eau que peut contenir 20 cm de sol, ordre de grandeur. Donc ça a mouillé le sol, ça a rempli les réserves sur 20-30 cm de sol, ce qui est une très 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 bonne chose. Et puis donc hier soir, c'était couvert. La météo annonçait, je crois, 4 ou 5 degrés sur Strasbourg, donc annonçait bien par vent du nord ce coup de froid. On a fermé la serre, les châssis, on a couvert quelques plantes sensibles. Et puis, on devait redescendre pour mettre cet isolant. Et alors là, je ne sais pas comment on peut être aussi distrait à deux. Ma femme et moi avons complètement oublié qu'on avait dit qu'après le repas, on descendrait pour mettre l'isolant contre le gel. Au passage, dans ma vidéo sur la préparation des plants, je ne vous ai pas montré mon système élaboré. Donc, vous connaissez la bâche où il fallait mettre des planches. Là, c'est un peu plus élaboré. J'ai pincé l'isolant entre deux lattes, ce qui permet de le dérouler très facilement. Voilà ce qu'il m'aurait fallu faire hier soir. Et puis ce matin, voilà ce que j'aurais dû faire, enrouler. Voilà, ça ne prend pas plus de temps que ça. Mais voilà, distraction, cela n'a pas été fait. Et donc, on va voir un tout petit peu qu'est-ce que ça a donné du côté des températures. Alors, j'ai ici une sonde, elle se trouve là.
30 cm du sol, c'est la sonde extérieure qui m'indique la température à 20-30 cm du sol et qui enregistre donc le minimum. J'en ai une à l'intérieur de la serre, je peux vous le montrer de l'extérieur. Elle se trouve juste là, elle est légèrement plus haute à cette hauteur à l'intérieur. Et j'en ai une troisième qui est ici dans le premier châssis. Donc là, on va dire par nécessité technique au ras du sol. Alors, ces sondes enregistrent les minimums et les maximums et la température instantanée et on voit ça sur le boîtier qui est dans ma maison. Ce matin, moins 3 ici, moins 2 là-bas. Et donc dans ce châssis sous vitre, mais non couvert d'isolant, plus 1. Voilà donc les températures qu'on a enregistrées au petit matin, parce que nous avons de nouveau eu cette configuration extrêmement défavorable quand, après une journée couverte, vent du nord froid, les températures ne montent pas. On va dire que le potager, le sol et partout, les structures ne se réchauffent pas. Et durant la nuit, cette couverture nuageuse se fait la malle et au petit matin, on a un ciel clair, même s'il y a quelques nuages qui passent. Et donc, les radiations font perdre beaucoup de calories aux plantes, au sol, etc. Et c'est dans ces conditions-là qu'en général, on a des gelées assez sévères. Et c'est ce qu'il y a eu. On va regarder un tout petit peu à quoi cela ressemble dans le châssis, dans la serre et puis un peu en dehors. Alors comme c'est très très humide, je vais essayer de ne pas marcher sur les plates-bandes, contrairement à ce que vous avez pu voir dans des vidéos précédentes où le sol était très bien ressuyé et même relativement sec et vous me voyez marcher à travers le foin. C'est ce que je fais naturellement quand le sol est sec, mais là il est gorgé d'eau, donc partout où je marcherai, je vais détruire la structure et donc détruire le travail qu'ont fait les organismes du sol. Donc je vais essayer le plus possible de rester dans les allées, puis ensuite de vous zoomer ce que je vous montre. Pommes de terre, grande frileuse devant l'éternel, pas de discussion, cramées. Donc là, vous les voyez avachis. Peut-être avec un peu de chance, c'est souvent le cas, cela va rejeter sur la partie des tiges, comme le foin est très épais, une partie des tiges se trouve dans le foin et a été protégée. Donc souvent, il y a des rejets. Mais donc tout ce qui dépassait le foin, cramé, aplati, terminé, on n'en parle plus. Alors ici, en dehors des châssis, devant la serre, un certain nombre de plaques de semis ou de terrines qui n'avaient plus assez de place dans les châssis et qu'on a un peu rapidement sorti de la serre. Des tagettes, œillets d'Inde, cultivées là pour les mettre en intercalaire entre mes plants de tomates, réputés faire fuir ou avoir une action négative sur les nématodes parasites du sol, assez cramés. Je ne pense pas qu'ils vont s'en remettre. Le lin, ça va. Oignon, on sait que c'est rustique, pas de problème. Poireau, pas de problème. Hop, 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 hop. Pas de problème, c'est vite dit. Vous avez vu que j'ai commencé à ranger. Ah bon, ça ne se voit pas? Oui, enfin bon, ma femme sait que quand je range, j'enlève un bordel à un endroit pour créer un bordel à un autre endroit. J'appelle ça ranger.
Voilà, donc oui, non, là je parle beaucoup trop vite. Un agronome devrait savoir, d'ailleurs je le sais puisque j'en parle dans mon deuxième livre à paraître le 28 mai, maintenant c'est confirmé, hein, il sera dans les librairies le 28. J'en parle, donc j'ai complètement zappé. Ces oignons-là n'ont pas été cuits par le coup de froid, mais il n'est pas impossible, il est même assez probable, donc on observera ça dans les mois qui suivent, qu'ils ont subi une action du froid qu'on appelle la vernalisation. La vernalisation, c'est une certaine quantité de froid qui va induire une transformation intérieure physiologique qui va conduire les plantes à fleurir et à produire des graines. Dans certains cas, c'est absolument essentiel. Par exemple, le blé. Les agriculteurs sèment le blé d'hiver, en tout cas à l'automne. Il est tout rikiki, il passe l'hiver, il résiste, etc. Et puis au printemps, il monte et il fait des épis, il fait les graines. Eureka, hurrah, la production est bonne. Donc là, on est très content. Quand il s'agit d'oignons, ces oignons-là que je vais repiquer racines nues, donc j'attends d'eux qu'ils se comportent comme des oignons civilisés, c'est-à-dire des oignons qui me font des bulbes et pas des graines. Je ne mange pas les graines d'oignons, je mange les bulbes. Et donc là, cette montée en graines sera, on va voir si ça se confirme, une catastrophe. Puisque du coup, dès que le bulbe aura commencé à gonfler un tout petit peu et que l'oignon aura commencé à mettre des réserves là-dedans, eh ben, il est incité à fleurir et donc à transférer ses réserves dans ses graines. Et donc, je vais récolter un bulbe immangeable. Et ce phénomène de vernalisation sur des plants mis à durcir, donc on sort du châssis et qui vont subir donc éventuellement des périodes un peu trop fraîches en fin de printemps ou en début d'été, est une des causes majeures de la montée en graines d'un certain nombre de plantes normalement bisannuelles. C'est-à-dire que normalement, la première année, elles font des réserves, des bulbes, etc. Et si elles restent en terre, c'est la deuxième année qu'elles fleurissent. Alors évidemment, les mauvais jardiniers ont une explication extrêmement rigoureuse, c'est la Lune. Ah oui, oui, bien sûr, je n'ai pas tenu compte de la Lune pour planter mes oignons, pour les semer. Je ne sais d'ailleurs pas qu'est-ce qui est déterminant. La date à laquelle on sème ou la date à laquelle on les plante ou c'est la date à laquelle on se rase. Je ne sais plus. Hein. Donc ce que j'appelle les mauvais jardiniers, hein, j'en irrite quelques-uns. Mais bon, quand on est mauvais jardinier, on est mauvais jardinier. Quelqu'un qui, avec sa bagnole, a tout le temps des accidents, on appelle ça un mauvais conducteur. Et ça a beau l'irriter. Il conduit comme un pied ou comme un âne et il a des accidents. Mais quand vous avez tout le temps des accidents dans votre jardin, c'est que vous êtes un mauvais jardinier, c'est tout. Et quand vous n'avez plus qu'une solution, alors les conducteurs, on sait qu'ils sont bourrés. Dans le jardin, on dit la lune. Bon, ben voilà. Donc, les jardiniers sont dans la lune et les conducteurs sont bourrés. Tous les deux, ils ont des accidents. Conclusion sur ces petites intermèdes musicales. J'ai complètement oublié ça, je l'insère. Le reste de céleri qui n'a pas été repiqué, pas de problème. Donc, ça vous montre que ces plantes-là sont extrêmement résistantes. Épinards ici, pas de problème. Amarante là-bas, cramée. Complètement cuite. Donc vous voyez, il y a des différences de sensibilité importantes entre plantes et qu'il faut connaître. Donc les rustiques, vous les mettez tôt, vous les mettez n'importe quand, vous vous en foutez. Puis il y en a d'autres qui, en tout cas pour un climat sévère comme le nôtre ici dans l'Est, il faut les chouchouter un peu, sinon
ça va mal aller. Alors ici, dans la serre, on avait pris certaines précautions. Hein, donc, sous ces cartons se trouvent les tomates précoces, dont, surtout de ce côté là-bas, celles issues de mon essai de greffage. Et donc là, heureusement, cela semble s'être bien passé, même pour un ou deux pieds, là, comme celui-là, qui n'ont pas été couverts. Donc il semblerait qu'on soit passé au fil du rasoir. Même chose pour des concombres assez avancés qui ne semblent pas avoir souffert. Je regarde derrière moi, quelque part là, il y a des melons. Les melons, ah pardon, non, ça c'est les concombres. Donc les concombres un peu plus rustiques, ça va. Il me semblait avoir planté des melons, mais je ne sais plus où c'est dans cette pagaille. Bah non. Donc j'avais l'intention de les planter, mais ça n'a pas été fait. Voilà, donc dans la serre, tout est OK. Et il s'agit maintenant d'enlever ces cartons, bien sûr, pour que très vite, c'est déjà en train de se réchauffer. Hein, l'avantage de ces structures en dôme, c'est que très très vite, elles chopent le soleil et très très vite, elles concentrent la chaleur. Donc je vais couper la caméra, je vais replier ces cartons. Donc ici, tout ce qui est chou, pas de problème, même si donne des petits signes de feuilles qui roulent, ils n'ont sans doute pas apprécié pour une raison très simple, c'est qu'un froid qui vient brutalement comme ça pose beaucoup plus de problèmes aux plantes qu'un froid qui s'installe progressivement. Les plantes développent leur résistance au gelé ou au grand froid en concentrant les sucs dans leurs cellules. Alors, cela se traduit par l'augmentation de taux de sucre. Hein, donc, il y a plus de sucre dans les sucs ou d'autres molécules antigels, antioxydants, etc., que les plantes concentrent de façon à ne pas subir l'effet du gel. Après la période de temps relativement clément que nous avons connue, les plantes, là, cette nuit, étaient très peu préparées. Et après la pluie, elles s'étaient gorgées d'eau, donc on avait eu le phénomène contraire. Hein. Elles avaient dilué un peu parce qu'elles manquaient d'eau avant les sucs, et du coup, le chou, par exemple, qui pourtant n'est pas un grand frileux, montre des signes sans qu'il y ait de dégâts. Les scaroles frisées ici, même chose. Quand on regarde un tout petit peu le bout de certaines feuilles, peut-être que dans la journée, on verra que des parties se dessèchent parce que en fait, ce n'est pas le moment là d'observer les dégâts du gel. Ce sera cet après-midi. Hein, donc, après que tout se soit réchauffé, c'est là que les dégâts du gel seront à leur comble, hein, se verront le mieux. Là, c'est un peu comme quand vous sortez des légumes du congèle. Hein, ils se présentent bien, c'est une fois qu'ils sont dégelés qu'ils deviennent tout flagada. Alors ici, de l'autre côté, hein, semis en sol nu, a priori, donc je ne veux pas piétiner, mais a priori tout est OK. Il y a là des mélanges de toutes sortes de salades. Hein. C'est là que j'avais balancé des restes de graines, donc de la Batavia, a priori des merveilles de saison rouge, des radis, qu'est-ce qu'il y a encore, de la roquette, des semis de carottes. Là, il y a des toutes petites carottes. Tout ça semble avoir passé le cap sans aucune difficulté. Par contre, cette asperge-là tordue, elle semble avoir pris cher au ras du sol, alors que les tiges dressées semblent ne pas avoir souffert.
c'est tout à fait possible, hein, puisque donc la température au niveau du sol ou à 20 cm du sol est plus basse que la température en hauteur. Derrière, peut-être sur les framboisiers, mais ça, je suis incapable de le dire là à l'instant. Il est probable que les fleurs qui étaient juste au stade de la floraison, de la fécondation, aient souffert de ce coup de froid. On devrait avoir exactement la même chose sur les fraisiers qui, après la pluie de hier, se sont sentis à l'aise et ont beaucoup fleuri. Il est probable, il est quasiment certain même que ces fleurs-là auront été brûlées, entre guillemets, par le froid et donc vont avorter, elles vont se transformer en points noirs qui vont se dessécher. Donc peut-être quelques dégâts collatéraux au niveau de la production des fraises. Le fraisier lui-même est très très rustique, hein. C'est les fleurs qui sont sensibles. Les framboisiers, eux, sont plus sensibles au niveau des feuilles, hein. Donc là, je ne vois pas de dégâts apparents sur les feuilles, mais ça peut encore se révéler dans la journée, mais probablement il y aura des dégâts au niveau des fleurs. Alors du côté Aliacée ici, hein, ail d'automne, donc il a passé l'hiver, vous pensez bien que cette petite égratignure du froid ce matin lui a fait ni chaud ni froid, mais aussi ce qui a été planté au printemps, échalotes, oignons, là pas de problème, on l'a vu aussi sur les plants non encore repiqués en terrine ou ceux déjà repiqués à l'extérieur. Les Aliacées, eux, pas de problème avec ces petites gelées du matin, d'où ma recommandation de les mettre en place très très tôt pour avoir le cycle le plus long possible. Bon, ici, oignons repiqués, nickel, salade repiquée, donc laitue là en l'occurrence, qui commence à paumer, aucun effet. La betterave rouge qui commençait à fleurir, aucun effet. Les oignons rocambolesques, aucun effet. Le cassis, a priori, donc la floraison était terminée, on a les petits fruits là, a priori, aucun effet. Donc de ce côté-là, tout va bien. Alors ici, en revanche, une chose très très intéressante qui me permet d'illustrer encore une de ces choses contre-intuitives que j'évoquais dans une vidéo récente. Nous projetons en permanence notre propre façon d'être sur les plantes. Or, dans le vivant, plantes et animaux, et particulièrement mammifères, ne fonctionnent pas du tout de la même façon. Les unes sont des productrices nettes de biomasse à partir du CO2, ils stockent de l'énergie solaire dans de la biomasse, les autres font le contraire. Ils détruisent de la biomasse pour rejeter du CO2. Les unes laissent dériver leur température, les autres essayent de maintenir leur température. Les unes produisent des substances toxiques pour se défendre contre certains parasites. Les autres peuvent être tués par ces substances toxiques. Donc il est toujours extrêmement dangereux de projeter notre ressenti sur des plantes. En général, ça nous amène à raisonner exactement à l'envers, puisque les plantes fonctionnent à l'inverse de nous. On parlera de sol, par exemple. Je vous expliquerai que les plantes, avec leurs acolytes, les bactéries de la rhizosphère, les mycorhizes, etc., digèrent à l'extérieur de leur corps. Le sol, c'est en fait l'équivalent de notre tube digestif, qui chez nous est à l'intérieur. Les plantes partagent avec les bactéries et les champignons un gros tube digestif
estomac, tube digestif, qui est le sol. Donc tout marche à l'envers. Et après ce long détour, revenons-en au sujet. Ces scaroles-là ont passé l'hiver, sont en train de monter en fleurs. Et alors que nous avons vu en bas des scaroles frisées petites, au stade 6 feuilles, avoir parfaitement résisté à la gelée que nous avons eue cette nuit, ici, on voit des traces très très nettes de gel, d'effet de gelée. Si je dis gel, vous allez penser au gel des cheveux, au gelé, au niveau de ces inflorescences. Les plantes ont leur maximum de résistance au froid lorsqu'elles sont toutes petites. Et oui, c'est logique, sélection naturelle, c'est quand les plantes germent au printemps, qu'elles sont encore assez petites, qu'elles ont le maximum de résistance au froid, parce que c'est là qu'il est probable qu'il y ait presque à coup sûr des gelées. Un blé d'hiver, l'agriculteur essaiera de l'avoir à un stade très très petit, parce qu'il sait que comme ça, il peut encaisser un moins 25. Il passe, moins 25. Par contre, quand ça commence ensuite à se développer, et notamment à former les organes floraux, les plantes deviennent très très sensibles. J'ai eu il y a 2 ans dans le châssis un petit pied de tomate qui avait juste les 2 premières feuilles. Il a encaissé moins 2,5 à côté des plants qui étaient beaucoup plus grands, étaient cramés. Alors que là encore, vous voyez, contre-intuitif. On aurait tendance à dire « Oh, ces petites plantules, comme un tout petit bébé qui vient à peine de naître dans une maternité », bien évidemment, l'esprit maternel prend le dessus, on le chouchoute. Donc on aurait tendance à chouchouter ces petits plants et quand ils sont plus développés, à se dire « Voilà, c'est des ados et il n'y a qu'à les laisser faire, maintenant ils sont résistants ». C'est exactement le contraire. Donc exemple parfait, encore, de pensée contre-intuitive. Et donc, d'une façon générale, quand on projette nos fantasmes sur les plantes pensent, les plantes ont de la mémoire, le système immunitaire des plantes, en général, ça nous met relativement en difficulté par rapport à la réalité vraie. Et ce que je vous ai raconté donc, pour les scaroles, j'aurais pu vous le dire à propos de ces côtes de bêtes qui sont en train de monter en floraison. Elles ont passé l'hiver, elles n'ont pas moufté, et là on voit qu'au niveau des feuilles là sur les inflorescences, c'était limite. Ces choux ont passé l'hiver et on voit là aussi que c'est tout à fait limite. Ils sont en train de baisser les capitules. Alors je pense qu'ils vont s'en sortir, mais voilà, alors qu'ils se sont pris les températures hivernales. Donc voilà pour ce phénomène. Ne pensez pas que plus une plante s'est développée, plus elle est sortie d'affaires. C'est plutôt le contraire. Faites confiance à vos toutes petites plantules, rikiki, c'est elles qui vont s'en sortir le mieux. Bon, pour finir, le soleil monte, ça a commencé à chauffer dans les châssis, donc je vais les aérer et constater si oui ou non il y a des dégâts. Enfin, je vois déjà à travers la vitre, ça semble s'être bien passé malgré l'oubli de l'isolant. Les aubergines, ok. Ah non, un poivron là qui fait la tronche. Les 2 autres plus petits semblent s'en sortir. Melon, concombre là-bas derrière, pas de surprise. Céleri, aucune surprise. C'est un costaud lui. Donc lui il pourrait être dehors. Voilà, donc peut-être un poivron perdu dans l'affaire. Ici, waouh, oui, les patates douces sont un peu limites aussi. Le reste s'en est sorti sans aucun problème.
des salades. Donc là, ce sont des romaines type pain de sucre, pas de problème. Les choux, bien évidemment, pas de problème. Différentes cucurbitacées, là, courgettes. Là, je craignais un tout petit peu. Là-bas derrière, il y en a un ou deux qui ont des feuilles légèrement repliées. Enfin, un peu comme ça, pas tout à fait nettes. Mais je pense qu'ils vont s'en sortir. Donc, avec mon oubli, je vais sauver l'essentiel de la mise. Ici, beaucoup de courgettes, premier plan, ça va. Les pastèques, c'est bon. Ah, les grands frileux que sont les haricots, là je pensais qu'ils seraient cuits, mais non. Donc ils ont a priori encaissé le 1 degré et alors pas aujourd'hui, puisque demain matin, on pourrait encore avoir des gelées, mais après-demain, ça devrait remonter de façon durable. Je vais les planter à l'extérieur, il est plus que temps. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Encore des concombres de type alsacien. Là, les betteraves, qu'est-ce que je dis les betteraves? Les patates douces s'en sont mieux sorties, betteraves et bêtes, pas de problème. Ah, le basilic, bonne nouvelle, s'en est sorti. Là-bas, j'ai un ou deux. Qu'est-ce que c'est ça? Je crois que c'est les piments d'Espelette qui semblent s'en être sortis aussi. Mais là, par contre, je m'inquiète parce qu'il y a autre chose. Je vois des feuilles qui ont été grignotées. Il faut que j'enlève la vitre et que je gratouille un tout petit peu. Je ne serais pas surpris qu'en plus des gelées, il y ait une limace active. Hein. Elles se foutent souvent sous les plaques. Vous ne les voyez pas dans la journée. Et au petit matin, enfin dans la nuit, elles vont se balader et mangent ce qu'elles préfèrent. Et au petit matin, elles vont de nouveau se ranger sous les plaques. Alors il faut de temps en temps examiner ces plaques, les sortir. Elles peuvent aussi se planquer dans des fissures dans le sol. J'avais des galeries, vous vous souvenez peut-être, des images avec le mulot qui avait visité mes châssis. Ce genre de galeries sont aussi des refuges pour les limaces où elles passent la journée au frais et à l'humidité pour mieux se précipiter sur les légumes une fois la nuit venue. Donc là, petite inquiétude, on va regarder ça. Mais globalement, je m'en tire assez bien. Hein, question effet du gel. Peut-être donc un ou deux piments, poivrons qui y sont passés. Alors ces seaux d'eau qui ont recueilli l'eau de pluie de la journée d'hier, donc les à peu près 30 mm d'eau sont restés dehors et on trouve encore, donc là il est 10 heures du matin, encore des morceaux de givre sur l'eau malgré le soleil qui s'est levé donc il y a déjà 2 heures. Alors ici, cette plate-bande avec des pommes de terre, hein, donc des semences achetées, heureusement mises relativement tard, ce qui fait qu'il n'y a qu'un ou deux pieds qui vraiment avaient pointé. Et donc s'ils ont des dégâts, j'en vois un là qui baisse un peu la tête, il y a sans doute une certaine chance que une certaine relève par en dessous sauve les plants. Ici au premier plan, mon essai de germes de pommes de terre élevées en terrine. Donc là aussi des dégâts, mais peut-être qu'un certain nombre qui sont au fond de ces trous ont été protégés par le fait qu'ils étaient un peu emmitouflés par le foin. Les choux, donc, comme les autres choux, peu de sensibilité au froid, même si donc l'arrivée un peu brutale les a donc sans doute surpris et donc ils ont un peu les feuilles pas tout à fait, on va dire, nettes, mais aucune inquiétude
à avoir. Bon, la vigne, là, ça dépend de la variété. Je n'ai malheureusement pas le nom des variétés, mais celle-là, visiblement, a des dégâts sérieux sur les feuilles qui sont en train de se replier, probablement aussi sur les fleurs. Donc à confirmer. D'autres sont un peu entre les deux. Celle-là baisse un peu la tête, mais est quand même moins atteinte que celle-là. Une autre là-bas semble plus fière, ne me semble pas marquer des dégâts aussi nets, donc sans doute des différences dans la sensibilité variétale, hein, donc chaque variété ayant un seuil qui des fois ça joue à 1 degré près. Donc là on a dit à l'extérieur -3, pour l'une ça passait, pour l'autre ça ne passait plus. Donc ça fait partie des critères en agronomie, hein, ce qu'on appelle la rusticité, c'est-à-dire la température minimale qu'une plante peut supporter. Bien sûr, variable en fonction du stade. Ce n'est pas du tout la même chose au niveau de la floraison qu'un pied de vigne qui, en principe, supporte tout et n'importe quoi. Donc il y a des confusions dans les catalogues ou sur les sites internet, notamment lorsqu'il s'agit d'arbres ou d'arbustes, hein, même dans les ornementaux. On vous donnera pour les uns la rusticité, je prends le buddleia qui est un frileux aussi, -15, parce qu'il rejette à partir de la souche, mais toute la partie aérienne va crever sur pied. Et on va considérer que, vu que la souche survit, sa rusticité est de -15. Pour d'autres, ce sera -6, parce que la partie aérienne ne va résister qu'à -6. Donc attention un tout petit peu sur l'interprétation de cette donnée dite rusticité. Alors ici devant, sans trop piétiner, un certain nombre de choses qui sautent à l'œil. Les poireaux qui ont passé l'hiver, même au stade où ils commencent à fleurir, ils s'en fichent, bien résistants. Ici, des navets rouges qui ont levé, qui semblent ne pas marquer de signes. Les poireaux n'avaient pas levé. Les oignons que j'ai repiqués, racines nues, impeccables. Des petits pois là-bas derrière qui étaient en train de lever, petits pois très résistants donc, au froid, donc un des légumes que vous pouvez mettre très tôt dans vos potagers, pas de problème. Des choux cabus là-bas derrière qui sont semi-flagada, ils vont probablement s'en sortir, mais ils ne font pas trop les malins. Et bizarrement, ici au premier plan, des choux brocolis, dont j'aurais pensé qu'ils étaient plus sensibles que les choux cabus, a priori, ils s'en sortent mieux. Donc là encore, probablement une question de variétés plus sensibles, les unes sélectionnées pour bien résister, d'autres sélectionnés pour produire vite des gros choux et peut-être du coup un peu plus sensibles. Bon, alors je vais compléter cette vidéo commencée hier matin après les gelées nocturnes. Ce matin, il n'a pas gelé, on est passé à +1, donc au fil du rasoir, mais bon, j'avais mis les isolants, etc. Non, si je reviens un tout petit peu, c'est le lendemain, c'est parce que en fait, les dégâts du gel ne se voient pas immédiatement. Et donc, par exemple, d'emblée, juste après être rentré dans le potager, ces pommes de terre venues spontanément, et ben voilà, elles ont très piteux état, flagada, comme toutes les pommes de terre venues spontanément
dans le potager. Ce qui montre pour ceux qui sont encore croyants, les plantes savent, les plantes anticipent, on peut savoir si l'hiver sera rude en regardant l'épaisseur des pots d'oignons et que sais-je comme fadaise, les plantes ne savent rien. Ces pommes de terre, qu'est-ce qu'elles avaient perçu? Elles avaient perçu que la température du sol s'était réchauffée. On a eu des belles périodes de temps chaud, voire très très chaud. Le réchauffement climatique ou le changement climatique avait fait son œuvre. Donc elles ont senti que quand la température du sol dépasse 10 degrés, elles sortent. Pour elles, c'est le printemps. Et elles n'ont rien vu venir, pas plus que moi d'ailleurs. Moi je l'ai vu parce que j'ai regardé les prévisions météo et je l'ai su à 10 jours d'avance. Je ne l'ai pas su 3 semaines avant. Donc mes pommes de terre plantées là-bas, elles sont bien parce qu'elles ne sont pas encore sorties, mais pas parce que j'avais anticipé. C'est juste que je les ai plantées à une date qui me paraissait normale parce que je ne voulais surtout pas qu'elles sortent avant le 15 mai. Alors on va voir quelques autres dégâts du genre pour terminer cette vidéo. Alors finalement, les vignes ont payé plus cher qu'il n'y paraissait hier matin, notamment ce pied-là, avec des feuilles totalement cramées par le gène et des pousses, même chose, lui aussi assez atteint. L'autre, une partie basse relativement atteinte, une partie plus haute, relativement indemne. Ça, c'est une chose très intéressante. Sachez que les gelées surviennent souvent entre 20 cm et environ 1 mètre de haut, 1,50 m. C'est là que l'air est le plus froid. Plus en hauteur, il y a du brassage d'air et les températures sont souvent plus élevées. Les températures météorologiques de mémoire, je vous le confirmerai par un petit insert, sont prises à 1,50 m au-dessus d'un sol engazonné. C'est une norme. Voilà. Et à mes pieds, donc œillet d'Inde, hein, tagetes, donc tagette, comme on dit en français, complètement cramée, amarante, complètement cramée. Donc là, dégâts irréversibles, ça ne ressuscitera pas. Il faudra que j'en ressème et ça va être en retard comme plante intercalaire entre mes tomates. Elles allaient être plantées entre les tomates. Bon, alors du côté des germes de pommes de terre, là, de mon essai, là aussi c'est plus grave qu'il y semblait hier matin. Je ne sais pas s'il y a grand-chose qui va survivre ou se retaper, alors que je pensais que dans les trous, c'était un tout petit peu épargné. Les choux aussi, alors je me souviens plus ceux-là, des choux-fleurs il me semble, et ici des choux cabus, là aussi sont plus impactés que je ne le pensais, même si de chaque côté ils vont s'en sortir. Hein. Les jeunes pousses au niveau du cœur sont correctes. Hein. Ce sont des feuilles plus grandes qui sont pas vraiment cramées, mais quand même elles ont pris un petit coup. Et c'est la même chose sur les choux rouges en bas. Donc là, il y a un retard, des dégâts prévisibles. Les fraisiers, comme on l'avait dit hier, pas de dégâts sur la végétation. Reste à voir, et c'est à peu près certain, que les fleurs qui étaient au stade critique de la fécondation, à mon avis, ont payé cher, comme l'auraient fait des arbres fruitiers en pleine floraison. Différentes salades là-bas, pas de problème. Oignons, pas de problème, c'est des durs à cuire. Donc comme vu hier, du côté des aliacées, ail, échalote, oignon, ça se confirme, hein, aucun signe le lendemain. Artichaut, aucun signe d'effet de gel le lendemain. Les cardons que vous voyez tout à fait là-bas, c'est les cousins, hein, très proches, vous voyez
la ressemblance des feuillages. D'un côté, on a sélectionné des plantes pour avoir une inflorescence très grosse et on mange très exactement le capitule, hein, donc le socle sur lequel sont ces milliers et milliers de fleurs de cette composée, c'est l'artichaut, et l'autre, on l'a sélectionné pour avoir des tiges plus longues, plus charnues, un peu comme sur la rhubarbe, mais avec un autre goût, hein, et ce sont des cardons. Mais les deux plantes sont des cousines très proches. Alors j'ai quand même terminé sur une étrangeté absolument curieuse, étonnante, stupéfiante même pour moi. Et j'en ai un autre témoin en haut. Je mettrai l'image en doublure. Ces rejets de ce que je pense être une patience, hein, donc une autre sorte de rumex, donc une plante voisine, une plante des prés, voisine de l'oseille sauvage, eh bien, incroyable, elle est cuite. Donc cette plante sauvage vient de chez nous, hein. Une classique des prés s'est pris à ce stade-là un coup sur la calebasse. Là j'avoue que je suis... là, j'aurais parié et j'aurais perdu mon slip, quoi, hein. Une plante de chez nous qui se prend un coup de gel mi-mai, non, ça, j'aurais dit là, arrêtez, il faut arrêter de raconter des histoires, il faut arrêter de fumer des pétards, il faut arrêter de voir des éléphants roses en Alsace. Eh bien, comme quoi on peut se tromper, ces patients-là se sont pris un petit coup sur la calebasse comme mes choux ou comme mes vignes. Et alors là, à peine j'aurais terminé cette phrase, qu'il y aura des très fins observateurs, les champions de la pinaille, qui vont me dire « Tu n'y connais rien, tu racontes que des conneries. Regarde ces patients-là, elles ont parfaitement bien résisté. » Je vais vous le filmer en gros, vous verrez. Et effectivement, elles ont parfaitement bien résisté. Et pourtant, Didier ne raconte pas que des conneries. L'explication est d'une simplicité enfantine. Quelle est la différence entre ces patiences que je vous filmerai et celles qui sont là-haut? Il y en a une qui est très simple, qui saute aux yeux. Ici, même si le terrain n'est pas nu, le sol n'est pas couvert par une épaisse couche de foin, donc n'est pas couvert par un isolant. Résultat des courses, et on est sur un versant sud-ouest. Résultat des courses, ce sol, il a pris le soleil pendant les semaines qui ont précédé cet épisode de gel. Le sol était chaud, rien pour le couvrir, et donc il a maintenu l'air, les basses couches de l'atmosphère plus chaudes. C'est le mécanisme que je vous avais expliqué à propos de mes châssis. La nuit, les gelées, ce qu'on appelle les gelées blanches, ou le gel des végétaux, est lié au rayonnement d'énergie par le sol. Lorsque vous mettez une épaisse couche de foin, vous maintenez la chaleur dans le sol reste plus chaud, mais au-dessus, l'air n'étant pas réchauffé par cette chaleur qui sort du sol, l'air est plus froid et vous avez des patiences qui sont cramées par le gel. Ici, la chaleur a pu sortir du sol, maintenir la basse couche de l'atmosphère peut-être 1 ou 2 degrés de plus que là-bas. Mais au moment des gelées, tout ça se joue des fois à 0,5 degrés près. -1, ça passe, -2, c'est cramé. Et donc, retenez cette leçon, les couvertures organiques du sol, que ce soit le foin, que ce soit la paille, que ce soit des sciures, que ce soit du BRF, qui sont tous des matériaux isolants. La paille, on construit des maisons qui sont très très bien isolées, avec du chanvre ou avec du liège.
Donc, quand vous mettez un isolant, vous augmentez le risque des gelées printanières pour la partie des végétaux qui est au-dessus de la couverture. Vous protégez éventuellement, quand il y a des bourgeons, des rhizomes sous le foin ou dans le foin, et par contre, vous exposez davantage ce qui est au-dessus. Là, c'est absolument manifeste. La même espèce, ici, nickel, là-haut, dans le foin, cramé. Retenez ça, c'est une leçon très très importante. Bon, essayons de terminer cette vidéo avec donc 2-3 éléments qui étaient un peu en filigrane. Vous avez vu que la résistance des légumes à une gelée printanière comme ça est relativement variable. Alors ce n'est pas une règle absolue, mais quand même, en gros, il y a les légumes d'origine autochtone, c'est-à-dire ceux que nos ancêtres, les Gaulois et leurs enfants ont connus, et il y a des légumes plus exotiques. Beaucoup de gens, beaucoup de jardiniers ignorent que la majorité des légumes que nous cultivons aujourd'hui sont déjà un premier effet de la mondialisation, de cette mondialisation qui s'appelait la colonisation, les conquêtes des territoires inconnus. Donc Christophe Colomb, parti en Inde, débarqué dans les Caraïbes, etc. Et on a, dans ces années-là, ramené énormément d'espèces comme des curiosités et on les a souvent trouvées intéressantes et adoptées. C'est le cas de la pomme de terre, c'est le cas de la tomate, c'est le cas du haricot, c'est le cas, qu'est-ce qu'il y a encore, le maïs. Donc des cultures tout à fait dominantes sont des exotiques. Au passage, petit coup de griffe, heureusement que nos ancêtres n'étaient pas comme nos jardiniers d'aujourd'hui qui rejettent tout ce qui est moderne, sinon aucun de ces légumes n'aurait été adopté. Ils auraient dit c'est quoi ces trucs-là modernes que les autres ont été chercher en bateau, moi je continue de cultiver mon bon vieux rutabaga, mon bon vieux panais et surtout je n'en démords pas. Donc parmi ces exotiques, alors certains viennent aussi d'altitude, de régions froides. Je n'assimile pas exotique à tropical. Hein. Donc il y a celles qu'on a évoquées, hein, maïs, pommes de terre, tomates, haricots, etc., qui sont des grands frileux qui en général la dernière gelée blanche au printemps ou la première à l'automne, donc dès début septembre chez moi, sont grillées. Certaines cucurbitacées, melons, etc. font aussi partie de ce groupe de légumes. Et puis d'autres qui sont un peu les descendants de nos bons vieux légumes qui en ont pris sur la calebasse pendant des siècles et des siècles et des siècles et des siècles, les carottes, descendant des panais, la majorité des choux, etc., sont en général mieux armés par tout simplement la sélection naturelle qui a fait que pour exister encore, il fallait qu'ils résistent à des gelées précoces à l'automne ou des gelées tardives au printemps. Donc voilà, ceci est normal et je suis souvent assez consterné par le manque de connaissances. Tout le monde pense que variété ancienne de haricots. Ah non, elle n'est pas ancienne chez nous. Le haricot a été importé, je ne sais plus exactement quand, mais sans doute XVIe siècle. Hein. Il est venu par l'Espagne, Séville, etc. Christophe Colomb ou Magellan ou un de ces lascars-là, un de ces pilleurs. Hein. Voilà. Deuxième chose là, que j'ai un tout petit peu évoqué, qui sont ces choses qu'on pourrait appeler contre-intuitives, mais qui montrent à quel point ce que beaucoup appellent bon sens est parfois
Pas toujours, hein, et parfois une accumulation de bêtises. Le bon sens, c'est que l'homme aurait toujours labouré. Ben non, je suis désolé. Le bon sens, c'est qu'une petite plantule est tellement si fragile. Non, je suis désolé, elle est résistante. Etc. etc. Hein. Donc, quand je parlais là d'intuition, on est souvent avec les végétaux à l'envers. Hein. On se trompe. Et par conséquent, il faut se garder ce que j'appelle les anthropomorphismes, c'est-à-dire je projette mon ressenti d'être humain sur des légumes. Et là, en règle générale, rafale de mitraillettes qu'on se tire dans la patte. On raisonne, mais alors, pas comme un tambour, comme une vieille casserole, quoi. Et alors, bon, je vais quand même conclure sur les seins de glace. Bon, je rappelle que, alors j'ai pris des notes pour aller vite, sinon il y aurait beaucoup trop de E, et puis ma mémoire défaille un peu. Il s'agit de Saint-Mamère le 11 mai, Saint-Pancrace le 12 et Saint-Servais le 13 mai. Au sens strict, c'est ça les saints de glace. Qui d'ailleurs ne sont plus sur le calendrier, parce que même l'Église catholique a été capable de bouger, et dans les années 60, je crois, a remplacé ça. Il s'est même féminisé. Hein. Donc, ah non, mais je suis sur le cul. Hein. A remplacé ça par Estelle, Achille et Rolande. Voilà. Alors, regardons un tout petit peu en arrière. Est-ce que cette croyance, c'est juste une croyance ou c'est une superstition? Parce que si on se penche sur les faits, la réponse est nette, extrêmement nette. Je vais vous le lire in extenso, ça prendra 5 minutes, mais vous verrez à quel point, au XXIe siècle, on s'accroche à des croyances du Moyen-Âge en dépit des faits qui sont publics. Je veux dire, la météo est quand même une des choses les mieux enregistrées, et à moins d'être vraiment un Trumpien grave, hein, ceux qui croient que la Terre est plate. Quand les avions arrivent au bout, ils tombent dans un trou. Ça existe, hein. Ils sont des centaines de milliers aux États-Unis. Si vous ne le savez pas, renseignez-vous sur les platistes. Hein. C'est rigolo, il y a même des pilotes parmi eux. Ceux-là, je ne sais pas ce qu'ils fument, hein, ou ce qu'ils picolent, ou ils idolâtrent leur Trump. Hein. Ah là, alléluia, on a trouvé le saint des saints, le génie absolu, Donald Trump. Et ils sont prêts à croire les âneries. Bon, je dévie. Reprenons donc les fêtes. 2006, donc pour ces 3 jours, quelques gelées en plaine, le 1er juin. Donc bien beaucoup plus tard. Sur les saints de glace, rien. Passé comme une lettre à la poste. 2007, 2008, 2009, aucune trace de gelée durant les saints de glace. C'est un rapport de Météo France, hein, c'est en ligne sur Internet. 2010, quelques gelées éparses le 13, donc le dernier des saints de glace, essentiellement dans les régions proches de la Manche. 2011, pas de froid marquant. 2012, nuit très douce, le 11 et le 12. Quelques gelées dans le nord, entre les 14 et le 17 mars, donc après les saints de glace. 2013, aucune gelée pendant les saints de glace, mais un mois de mai remarquablement froid. Et des gelées en plaine les 24 et 27 mai. 2014, rafraîchissement sur la période des saints de glace, mais les gelées en plaine se situent entre le 14 et le 17 mai. 2015, fait très chaud, jusqu'à 30 degrés. Les gelées en plaine sont le 21 mai, donc une semaine après les saints de glace. 2016, période douce, sans gelée. Il y a quelques rares gelées en plaine. Pourquoi je précise en plaine? Parce qu'il suffit de monter au sommet du Mont Blanc, il y a forcément encore des gelées, même en plein été. J'étais 2016, quelques rares gelées les 15 et 16 mai dans le nord, donc après les saints de glace.
2017, période douce sur les seins de glace. Dernières gelées en plaine sont avant le 10 mai, donc avant les seins de glace, essentiellement sur le quart nord-est. 2018, les nuits du 11 mai et davantage encore celles du 13 mai sont fraîches, mais pas de gelée en plaine. C'était essentiellement, là encore une fois, sur l'ouest et sur le centre de la France. 2019, gelée fréquente avant les seins de glace, avec des records de froid, quelques gelées matinales dans le nord et le nord-est sur la période des seins de glace. 2020, on vient de le voir, des gelées marquées, et donc on pourrait penser que, oui, mais une fois sur 15, statistiquement, c'est ce qu'on appelle le hasard. Si une vérité se produit une fois sur 15, ce n'est plus une vérité, c'est une erreur. Donc, au sens strict, la période des seins de glace, les 11, 12 et 13, n'est pas plus froide que les jours précédents, et même, de façon curieuse, elle l'est un peu moins statistiquement que les jours qui suivent. Donc voilà, par exemple, une donnée qui est tout à fait intéressante, quelqu'un qui a fait un scientifique là, qui a fait un traitement des données météo sur Besançon et un traitement statistique fait sur 40 années montre que les gels sont rarissimes pendant les seins de glace. Ça concerne moins de 2% des jours de ces périodes, de ces 3 jours x 40, donc sur 120 jours. Voilà donc les faits. Conclusion, pour moi, les seins de glace, c'est rien du tout. C'est de l'idolâtrie, de la croyance, etc. En revanche, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Dans la grande lutte que se livrent les grandes masses atmosphériques, donc en gros, si on simplifie vraiment le monde coupé en deux par un rideau de fer, les masses froides nordiques, polaires, et les masses chaudes tropicales. Il se trouve qu'en France, sur le 45e parallèle, on est sur la zone extrêmement oscillante. Vous voyez ça sur la météo, dépression, anticyclone, et ça se chamaille sans cesse, sans cesse, sans cesse. L'un gagne, repousse l'autre, etc. Mais globalement, quand même, en hiver, ce système chez nous descend et on est plutôt dominé par les masses froides. Et l'été, ce système bascule vers le nord et on est plutôt dominé par les masses d'air chaudes. Et en ce moment, c'est les dernières oscillations du froid. Et ça, c'est une vérité immuable. Enfin, tant que le réchauffement n'atteindra pas des valeurs extrêmes. Et par conséquent, donc, on aura dans cette période-là, que pour moi, je situe jusqu'au 15 mai, le risque que dans ces agitations, on se prenne un coup de froid néfaste pour nos cultures. Heureusement, et j'ai mis un bandeau au début de cette vidéo, les prévisions météorologiques, grâce aux supercalculateurs, etc., ont progressé. On a maintenant en ligne gratuitement les prévisions de Météo France sur 15 jours qui sont relativement fiables, même si au fur et à mesure, ce qu'ils appellent l'indice de fiabilité diminue. C'est ce qui m'a évité, il y a une dizaine de jours, de planter les tomates qui étaient devenues trop grandes pour mes châssis. J'allais les mettre et qu'est-ce que je vois? Prévision long terme, un coup de, à l'époque c'était annoncé à 5 degrés, et comme je sais que je dois déduire 5, je dis, 5 moins 5, pas la peine d'avoir fait maths sup, c'est 0. Donc ça peut être moins 1, moins 2, comme ça peut être plus 2, plus 3. Méfiance, j'ai une probabilité qui n'a rien à voir avec les seins de glace, mais une probabilité que dans ces agitations-là, les météorologues ne se soient pas trompés
et que cet anticyclone se fasse contourner par cette dépression et que je sois sous flux du nord et que je me prenne un coup de calebasse. Bingo, c'est ce qui s'est passé. Voilà donc mon point de vue sur les saintes glaces. Maintenant, je n'empêche personne de croire. Dès qu'on arrive au bout des connaissances, même un scientifique croit. Ne pensez pas qu'un scientifique ne croit pas. Un scientifique simplement vérifie ses croyances et les retoque quand il a des preuves qu'elles sont fausses. Un scientifique est un croyant. Quand il émet ce qu'il appelle un protocole de recherche, une hypothèse, par définition, ce n'est pas vérifié, et par définition, c'est une croyance. Je pense qu'il y a telle chose, etc., que A entraîne B, et que par conséquent, il y aura C. Je vais mettre en place tout un protocole pour vérifier si c'est bien ça qui se produit. Et même un vrai scientifique soumet ce protocole à ses concurrents, ses critiqueurs les plus sévères, et s'il trouve à redire, c'est qu'il y a quelque part une faille dans son raisonnement. S'il ne trouve rien à redire, ça devient à ce moment-là un fait scientifique avéré. Pour moi, les saintes glaces, les données que je vous ai données sont avérées, elles sont publiques, elles sont sur le site de Météo France. Maintenant, si ça vous rassure de croire, croyez aux bêtises. Que voulez-vous que je dise? Allez, ciao et à une prochaine.